Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. À la fin du XIVe siècle, plusieurs auteurs transforment l'anglais en langue littéraire raffinée. Be you. Be proud of you. C'est désormais une langue hybride. It was not so easy. We will be happy to help you make money. Aujourd'hui, on appelle ça plutôt l'anglo-français. Salad of tomatoes. And of course, to make some money for us. Et entrecôte bordelaise. Please, respect the instructions. Il est encore très souvent considéré comme le père de l'anglais. Win the yes means the no to win. Again the no. But alors you are French. Nous sommes en guerre. Nous sommes at war, alors dit the President of the Republic of France. Eh bien, oui, nous allons en parler, mais il y a plusieurs guerres, comme vous le savez, comme on vous le redit, et toujours, auditeur de Sud Radio, résistant de Sud Radio. Nous allons parler aussi de ce qui s'est passé avec Claire Géronimi. Claire Géronimi, le procès a eu lieu, son violeur, un centrafricain de 27 ans, visé par plusieurs obligations de quitter le territoire français. On sait ce que ça donne, les OQTF. Eh bien, condamné effectivement à 18 ans de réclusion criminelle et puis expulsion du territoire. On va en parler avec elle et on va parler surtout avec un certain nombre de réactions qu'il y a eu et qui sont des réactions vraiment très étonnantes. Je parle de réactions en France de la part d'un certain nombre de gens et vraiment ça interroge sur un certain nombre de structures mentales. On va en parler et puis nous allons aussi parler évidemment de la flottille, vous savez la flottille qui cingle vers Gaza et qu'un certain nombre de gens ont quitté. Pourquoi et où ils sont allés? Vous allez voir, c'est très intéressant. Et puis, certains propos qui se tiennent dans certaines universités, notamment de la France insoumise, là aussi, c'est très intéressant. Et enfin, vous avez écouté le teasing de l'émission par notre excellent réal. Et voilà. Alors, comment je cause franglais, c'est un pleasure. Hein, vous allez voir, vous allez entendre un certain nombre d'anciens présidents de la République et de maires de Paris. C'est très intéressant, oui. Bah, écoutez, l'anglais est une longue patience. Hein. Et puis on va recevoir en seconde partie d'émission quelqu'un qui a écrit un livre formidable que je vous recommande vraiment, un pamphlet, ça vous fera du bien, sur les bobos gauchos, sur la cancel culture, sur tout cela. Ça s'appelle Paradoxe de la pensée progressiste des bobos gauchos et c'est vraiment passionnant et très instructif. André Perrin, on le reçoit en seconde partie d'émission, mais pour le moment, on va d'abord recevoir Claire Géronimi et on va parler de ce qui se passe. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Jordi Goukara, un centrafricain de 27 ans, visé par plusieurs obligations de quitter le territoire français. OQTF. Ne prononcez jamais ce mot sans ricaner aujourd'hui. Jamais. Hein, c'est fini. A été condamné ce vendredi par la Cour criminelle de Paris à 18 ans de réclusion criminelle pour les viols de Mathilde et de Claire Géronimi. Les 5 magistrats ont assorti sa peine d'une interdiction définitive du territoire français, suivant les réquisitions de l'avocat général. Donc voilà, un verdict. Claire Géronimi, bonjour. Bonjour. On vous avait reçu déjà et vous aviez très bien expliqué ce qui s'était passé. L'ascendance est tombée. Vous êtes plutôt satisfaite de cela? En effet, du coup, il a eu 18 ans de prison. La peine a été prononcée, 18 ans de prison plus une ITF, une interdiction du territoire français, du coup, qui c'est beaucoup plus forte que l'OQTF parce que c'est une décision qui a été prise au sein d'un tribunal, au sein d'un procès. Donc, très, très contente de ce qu'il a pu... ce qu'il a pu avoir. Oui, et c'est en tout cas au moins une vraie sanction par rapport à une vraie ignominie, une véritable ignominie, il faut le dire. On va pas revenir, mais encore une fois, juste pour on passe sur les détails de ce qui s'est passé et qui est assez ignoble, mais ce qui est frappant, encore une fois, parce que arrivé en France depuis la Centrafrique en 2009, Jordi Goukara a été confié à l'aide sociale à l'enfance, ASE, n'est-ce pas, après avoir été hébergé chez un grand-oncle. Entre 2013, il avait alors 15 ans, et 2023, le Centrafricain a enchaîné les délits, vol avec violence, violence avec usage d'une arme, menace de mort sur un enseignant, outrage, etc. Donc il y avait déjà un casier judiciaire très lourd, 11 condamnations en novembre 2023, SDF, etc. Voilà, bon. Et puis, il se passe ce qui s'est passé. Et la suite. Alors, ce qui est... en plus, il
faut le dire aussi, parce que je crois, vous étiez là, on dit qu'il n'a prononcé qu'une excuse, au contraire, il s'est un peu, je ne dirais pas pavané, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez assisté à tout le procès, Claire? Totalement. Pour moi, c'était très important d'assister au procès. Pour rappeler justement à vos auditeurs, peut-être on était 2 victimes. Du coup, il y avait Mathilde, 1 heure avant moi, qui s'était déjà fait agresser, même procédé dans un hall d'immeuble avec menace d'une arme, d'un petit couteau en fait qu'il avait confectionné lui-même. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que pendant ces 3 jours d'audience, c'était une petite cour, parce qu'au final, il y avait que 50 places dans le tribunal. C'était pas à huis clos, hein. C'était pas à huis clos. On a décidé avec Mathilde que ça ne serait pas à huis clos. Et même moi, je le voulais justement pour montrer que les autres femmes pouvaient être soutenues, qu'en fait cette histoire c'était vraiment un vrai sujet, et que en fait à travers ce procès, il pouvait y avoir aussi d'autres femmes. C'est vraiment un symbole très fort d'unité entre femmes sur des agressions comme ça qui peuvent arriver. Et en fait, vraiment, il s'est comporté odieusement. Déjà, le fait de... Je pense que ce qui m'a vraiment choqué, c'est quand il est rentré dans la salle, nos regards se sont croisés, et tout de suite, ça fait quand même un choc, parce que ça fait 2 ans que je ne l'avais pas vu. On le voit, le regard vide. Pendant ces 3 jours, il me regarde insistement, parce qu'en plus de ça, je suis sûre qu'en prison, il avait la télé, donc il a sûrement dû voir qu'on parlait de lui pendant 2 ans sur cette histoire. Des regards froids, et c'était quoi, noirs. un regard vide? C'était un regard noir? C'était quoi? Ça dépendait, ça alternait entre regard vide ou alors regard très noir. Et puis quand justement le juge lui demandait s'il s'en voulait, il disait mais non, je m'en veux pas. Ou alors il a quand même essayé de s'excuser à la toute fin, quand il savait que c'était peine perdue dans tous les cas. Mais pendant tout le procès, il s'est énormément énervé. Et mon avocat qui a commencé à plaider en ma faveur, ça l'a un peu énervé en fait. T'as un peu énervé Jordi Goukara, parce que il a commencé à montrer ses muscles, il a commencé à essayer de s'énerver contre mon avocat, parce que justement c'est une figure masculine, et il aime pas la domination masculine, donc c'est ça qui a été assez compliqué pour lui. Même il parlait très très mal, Jordi Goukara parlait très mal aussi à son propre avocat. Son propre avocat était désespéré en fait, donc voilà. Et vous avez ressenti quoi, comme ça, face à vous, dans ce prétoire? C'était enfin, il y a une revanche, enfin, il y a une sanction, enfin, il est face à ce qui va lui arriver. Totalement. Moi, depuis le début, je demandais une confrontation pour lui montrer que c'était lui qui avait perdu. Mais là, on s'est vraiment retrouvés au sein de ce tribunal, et je l'ai pas lâché de regard pendant 3 jours. Il nous regardait, et pour moi, c'était très important de lui montrer qu'il avait perdu. Alors, vous parliez des femmes, de l'union des femmes, vous parlez de la nécessité, justement, vous avez dit on ne veut pas le huis clos parce que ça concerne effectivement toutes les femmes, ce lit. Et alors, effectivement, il y a eu une réaction, on va vous faire entendre, de Marie-Cécile Maillefer, présidente de la Fondation des femmes. Voilà, une association. Et voici ce qu'elle a dit à propos de ce procès sur CNews. Écoutez. L'extrême droite serait-elle devenue féministe? Tout à coup, on les voit s'engager en faveur des victimes dans un procès pour viol. Incroyable! Elle qui ne dénonce jamais les violences sexuelles contre les enfants, par exemple, dans les établissements catholiques ou par les curés, tout d'un coup, les voilà qui s'affairent autour de cette histoire de viol. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Évidemment, il s'agit du viol de 2 femmes qui a été commis par une personne qui était sous OQTF, sous obligation de quitter le territoire français. Et donc on voit là une stratégie que nous voyons de plus en plus de l'extrême droite, qui essaye de faire de la propagande pour ses propres idées sur nos dos, sur nos viols. Alors vraiment intéressant, pas un mot sur le viol, pas un mot sur ce que ça signifie. Non, c'est l'extrême droite. Encore une fois, on voit pointer l'extrême droite qui évidemment ne s'occupe pas des enfants des écoles catholiques, ah non, on s'occupe de ça. Pourquoi? Parce qu'au QTF. Quand vous écoutez ça, Claire Géronimi, vous réagissez comment? Ah ben moi j'ai vraiment 2 questions à poser justement à cette femme. C'est déjà, dans un premier temps, où est-ce qu'elle était il y a 2 ans?
quand je lui ai demandé du soutien, parce que je lui ai envoyé un message sur les réseaux sociaux. C'est à la Fondation des femmes. Enfin, exactement. Oui. C'était le 21 novembre 2023. Si elle nous écoute, elle peut regarder sur son LinkedIn. Je lui avais envoyé un message et elle ne m'avait pas répondu alors qu'elle avait bien vu le message. J'ai demandé de l'aide, franchement, à cette association qui ne m'a jamais donné de réponse. Et d'autant plus, j'ai envie de lui dire, c'est très déplacé de faire ça aux victimes pendant un procès, de mettre son agenda politique en plein milieu d'un procès. On parle d'extrême droite, d'accord, mais en attendant, on parle quand même de 2 victimes. Et quand on est une association qui, entre guillemets, soutient toutes les victimes, on n'a pas à faire ça. Oui, ça paraît quand même, comme vous dites, c'est agenda politique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a les bonnes victimes et les mauvaises victimes. C'est-à-dire les victimes dont on parle, les victimes dont on ne doit pas parler, au nom du politiquement correct ou de l'agenda, de je ne sais quel agenda. Et il y a les bons bourreaux et les mauvais bourreaux. Ceux-là, ah oui, s'ils sont sous OQTF, faut pas en parler de la même façon. C'est un peu ça. C'est un peu ça, moi, depuis le début, depuis que je parle de mon agression, je dénonce à la fois ce viol sauvage qu'on a pu subir avec Mathilde et à la fois aussi l'agresseur qui ne devait pas être sur ce territoire parce qu'il était déjà sous le coup de 3 OQTF et d'autant plus que c'était un multirécidiviste. Et malheureusement, en fait, j'étais la mauvaise victime parce que je dénonçais ce genre de fait et mon agresseur était le mauvais agresseur parce que, oh, le pauvre, il a eu une enfance compliquée, il était sous le coup de 3 OQTF. Enfin, je suis désolée, à un moment donné, ça n'atténue pas les faits. On est obligé de soutenir, de tous nous soutenir. Je me rappelle d'ailleurs d'un certain avocat, ce n'est pas cette affaire-là, où il disait qu'il y avait effectivement quelqu'un qui avait violé, de façon, violé, de toute façon, tout viol est immonde. Et il avait dit, mais vous savez, il faut comprendre, il n'avait pas les codes culturels. Ah oui, d'accord. Donc, s'il n'a pas les codes culturels, on peut comprendre, effectivement, qu'il se livre à telle ou telle agression. Voilà, il faut comprendre. Toujours pareil. C'est la culture de l'excuse, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Totalement. Et puis, bon, là, si on prend le cas de mon agresseur, il est quand même arrivé en France en 2009. Il a été scolarisé. Il y a quand même eu des plaintes qui ont été classées sans suite parce qu'il a agressé 2 jeunes filles en famille d'accueil. Après, il a essayé de revioler une gardienne de prison 1 mois après qu'il se soit fait arrêter après nos faits. Ouais. Après les faits. Exactement, en prison. Enfin, c'est quelqu'un qui est, à mon sens, est totalement dénué d'empathie. Donc, c'est... Ouais. Oui, et alors, je voudrais aussi citer un autre, et qui a fait aussi quelques bruits, un tweet, et sur X, d'un certain, alors, Olivier Graziani, je ne sais pas qui c'est, mais apparemment, ce n'est pas. Je pensais, franchement, quand j'ai lu ça, je pensais que c'était, quelqu'un qui avait fabriqué ça, et apparemment, non. Voilà ce qu'il dit, parce que c'est vraiment très intéressant, parce que ça montre une certaine mentalité de la part d'un certain nombre de gens qui, au fond, vivent sur une planète où alors c'est l'agenda politique, mais leur idéologie les aveugle complètement. Voici ce qu'il dit. Le viol est terrible, mais la victime a mal réagi en parlant de votre procès et de vous, a mal réagi en désignant son agresseur comme étranger sous OQTF, encourageant les amalgames, ce que beaucoup de femmes agressées par des migrants aux vies difficiles refusent heureusement de faire par humanité et pour ne rien lâcher aux fachos. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est que, étant donné quand l'agresseur est un Français, soit de souche, soit blanc, enfin un violeur, il n'y a pas de problème, on y va et c'est normal, c'est pas bien. Mais s'il est sous OQTF, mais il a évidemment une vie difficile, eh bien il faut rien faire. Il faut surtout ne pas en parler par humanité et pour ne rien lâcher aux fachos. Ça résume tout, ça, Claire Géronimi. Bien sûr, mais en fait, j'ai dénoncé mon agresseur parce qu'il était sous OQTF, comme j'aurais pu dénoncer demain si je m'étais fait agresser par un acteur ou un chanteur. C'est exactement la même chose, c'est un qualificatif. Et là, en plus de ça révèle encore plus un autre problème, parce qu'au-delà de ce viol sauvage, c'est un homme qui n'aurait pas dû être là. Moi, j'ai envie de lui répondre, mais si demain votre femme ou vos enfants se font agresser, votre fille, mais en fait, je pense qu'il changerait totalement d'avis. Il se poserait la question, pourquoi cet homme était là ? Pourquoi ça leur arrivait à elle ?
Ouais. Alors, c'est ça extraordinaire. Tant que c'est pas moi, tant que c'est pas près de chez moi, il n'y a pas de problème. Je peux me livrer à mes abstractions au nom du bien. Parce que c'est toujours ça, hein. Au nom du bien, de la bienveillance, etc. Alors, effectivement, à la fin de sa vidéo, la présidente de la Fondation des femmes apporte son soutien à Mathilde et Claire, dit-elle. Oui, sauf que quand vous lui avez demandé le soutien, elle n'était pas là. Non, bien sûr. Et puis, comme après, moi, je me suis engagée en politique. C'est Mathilde, du coup, qui a demandé du soutien, parce que je pense que j'étais peut-être la moins bien placée pour qu'elle nous soutienne. C'est Mathilde, quand même, qui n'a aucune étiquette politique, qui n'a jamais pris la parole vraiment dans les médias, qui a demandé un petit soutien de la Fondation des femmes, justement, qu'elle soit présente, parce qu'on avait fait un appel à mouvement juste au moment du procès. Elles ont répondu que, comme il y avait des associations de féministes dites d'extrême droite, elles ne viendraient pas. Mais par contre, qu'elles feraient un petit post sur les réseaux sociaux pour nous soutenir. Je suis désolée, ce n'est pas un post sur les réseaux sociaux pour nous soutenir. Ça, c'est formidable. C'est-à-dire, du moment que l'extrême droite est là, enfin, dite l'extrême droite, donc elles ne viennent pas. C'est-à-dire, on fait vraiment, mais c'est de l'apartheid. On fait de la discrimination entre, encore une fois, les bonnes et les mauvaises victimes. Celles qu'il faut soutenir, celles qu'il ne faut pas soutenir. Non, mais ça traduit, enfin, pour moi, je sais pas, et pour moi, je crois pas être le seul, Claire Géronimi, ça traduit quand même quelque chose d'assez effrayant. C'est que, donc, vous êtes victime d'un viol ou d'un tabassage, etc. Oui, mais on va voir si votre agresseur était, en fait, sous OQTF ou qu'il n'avait pas les codes. En ce cas-là, on va rien dire au mieux, ou on va le défendre au pire. Et voilà, c'est vraiment une discrimination, quoi. Totalement, mais moi, vous savez, je me prends depuis 2 ans du cyberharcèlement, c'est énorme. Hein. C'est-à-dire, concrètement, quoi? Concrètement, des messages du style qu'est-ce que ça fait qu'il soit sous OQTF? Ça fait 3 fois plus mal. Enfin, des choses affreuses. Mais par contre, je tiens à quand même montrer que il y a une ancienne politique qui nous a soutenus, une ancienne ministre en charge de l'égalité femmes-hommes, qui est Marlène Schiappa, qui a osé prendre la parole, qui a osé dire que elle soutenait toutes les femmes, et que justement Anne-Cécile Melfer était mal placée pour critiquer ça, parce qu'elle est censée soutenir aussi toutes les femmes. Donc on voit quand même que ça commence à changer, les esprits commencent à changer depuis 2 ans. Beaucoup de choses ont changé, on le voit de toute façon. Donc bien sûr. C'est vrai, d'ailleurs, il faut le dire, parce que tout le monde peut changer, et heureusement, Marlène Schiappa, il y a quelques années, avait soutenu, il faut le dire, les migrants afghans, et dit bienvenue, etc. Elle avait même fait des tweets là-dessus. C'est-à-dire que, au fond, on a l'impression, c'est pour ça, il y a beaucoup de gens de bonne volonté, il faut pas mettre, nous aussi, les gens dans le même sac. Mais il y a quelque chose qui est une prise de conscience, et heureusement qu'il y a cette prise de conscience. Enfin, cette prise de conscience, quand même, encore une fois, et ne pas oublier qu'un crime est un crime, un acte délictueux est un acte délictueux, quel que soit et d'où qu'il vienne. Bien sûr. C'est ça qui est... C'est ça, et c'est ça que je trouve ça dommage, en tout cas, que... Les féministes dites de gauche commencent à nous taper dessus, commencent à me taper dessus parce que j'ai dénoncé que mon agresseur était sous OQTF. Moi, vous ont tout de suite tapé dessus quand vous avez dit ça, quoi. Taper dessus, ou alors tout simplement ne rien dire, en fait. Et c'est ça qui est dommage. Mais il y a certaines politiques qui ont plus ou moins tapé dessus aussi. Et moi, je tiens à préciser que c'est pour ça que j'ai créé mon association Éclat de Femmes, parce que je veux soutenir absolument toutes les victimes. Nous, quand on a un formulaire rempli d'aide aux victimes, on n'a pas la photo, on ne sait pas de qui elle vote, de quel parti. Vous ne demandez pas de quelle partie elle est, ou de quelle origine, bien etc. sûr. Oui. Nous, on aide toutes les victimes, et on s'en fiche, en fait. Et peu importe que l'agresseur soit sous OQTF ou soit tout simplement son mari qui est de bonne famille. Enfin, on s'en fiche de ça, et c'est le plus important à mon sens. Éclat de Femmes. Alors, si on veut vous joindre, si quelqu'un parmi les auditeurs, etc., veut vous joindre, il faut qu'il fasse quoi? Allez directement sur le site internet, c'est Éclat de Femmes avec un S et Femmes sans S. Et l'idée, c'est de pouvoir regarder directement le site internet, les réseaux sociaux aussi, on est très actifs. On soutient du coup toutes les victimes du dépôt de plainte jusqu'au procès. On a une équipe juridique et psychologique qui les accompagne. À côté de ça, on fait aussi des formations en entreprise, et on a besoin d'aide pour continuer aussi à porter nos actions. On commence à vraiment bien se développer. Ça fait plus d'1 an qu'on a lancé l'association. On a aidé déjà plus d'100 de victimes.
c'est énorme et on a encore besoin de plus d'aide, en tout cas, pour accomplir notre mission. Voilà, écoutez, c'est bien, comme ça, c'est éclat de femmes, éclat avec S et femmes sans S, c'est bien ça. Exactement. Donc, Claire Géronimi, écoutez, un bon combat. Merci. Et dire, vous savez, dire les mots MOTS sur les mots MAUX, je le dis toujours, c'est une action très saine et très primordiale. Merci à vous. Merci. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Dans l'actualité, la flottille qui se dirige actuellement vers Gaza pour briser le blocus israélien semble perdre toutes ses têtes de proue depuis plusieurs semaines, André. Oui, on ne sait pas ce qui se passe, c'est intéressant. Donc cette flottille, effectivement, était pour apporter une aide humanitaire aux Gazaouis et puis pour briser, en tout cas entamer et briser le blocus israélien. Et alors, il s'est passé beaucoup de choses. D'abord, il y a eu incontestablement une rupture entre les LGBT et les Queers for Palestine et d'autres leaders, notamment islamistes, qui disaient ah non, on peut pas avoir les LGBT. Déjà en Tunisie, il y a eu déjà une fracture assez forte, effectivement, entre deux groupes qui n'avaient pas vraiment la même idéologie, sauf pour dire que voilà, Israël, génocide, etc. Mais il y a eu aussi Greta Thunberg, vous savez, la passionnariat à l'époque, ce n'est plus la même chose de l'écologie. How dare you. Bon, elle est partie. Bon, l'actrice Adèle Haenel, qui avait rejoint donc le Global Summit Floria, elle dit je me retrouve à devoir quitter la mission maritime suite au fait que le moteur du bateau sur lequel j'étais a cassé. Bon, mais elle reste évidemment solidaire, Adèle Haenel. Et puis voilà, il y a eu des avaries, etc. Rima Hassan a été acquis sur un autre bateau, la députée européenne, donc là tout va bien. Et puis alors, il y a eu quand même le député LFI Thomas Porte. Alors Thomas Porte, c'est intéressant parce qu'il a déclaré, Thomas Porte, qu'il quittait en fonction de raisons personnelles, et familiales. Voilà. Alors, donc, il a des problèmes de famille. Mais alors, je ne savais pas que la famille de Thomas Porte était libanaise, puisqu'on le retrouve au Liban. On le retrouve au Liban où il est depuis une semaine, en tout cas, il était encore hier, depuis une semaine, où il visitait les camps palestiniens, les leaders du FPLP, du FLP, etc. Il se montre en photo, avec Georges Ibrahim Abdallah, qui vient d'être sorti de prison, très bien. Alors, on voudrait savoir, est-ce que ce sont des raisons personnelles ou familiales, ou est-ce que ce sont des raisons politiques et idéologiques? Simplement, Thomas Porte, vous avez tout à fait le droit, et vous faites ce que vous voulez, d'aller au Liban ou ailleurs, mais ne dites pas que vous quittez la flottille pour des raisons personnelles et familiales. Pourquoi vous avez quitté la flottille? Parce que, à un moment donné, vous aviez peur d'être arraisonné, ou je ne sais pas. Écoutez, l'antenne vous est ouverte, si vous avez envie de téléphoner, 0826 300 300, vous avez l'antenne absolument. Mais on voudrait comprendre pourquoi vous avez donné ces raisons-là, et pas des raisons en disant, je vais voir les camps palestiniens au Liban, ce qui est votre droit le plus strict. En tout cas, voilà, la flottille continue son chemin. Simplement, est-ce que, alors c'est une question qu'on pourrait poser, est-ce que l'accord qui a été, encore une fois, signé, en tout cas entre un certain nombre de pays arabes, Israël, sous l'égide de Donald Trump, on attend la réponse du Hamas, effectivement, est-ce que cet accord de paix, ou en tout cas de cessez-le-feu, ou en tout cas de trêve, on verra dans quelle catégorie appartiendra cet accord, est-ce que ça va changer la donne ou pas, on verra bien, mais encore une fois, transparence, flotte, petit bateau, flotte. Et puis même si les universités d'été de la France Insoumise ont eu lieu à la fin du mois d'août, il n'est jamais trop tard pour découvrir des pépites insoupçonnées dans les retransmissions de certaines rencontres. C'est Boulevard Voltaire qui a mis le grappin dessus. Oui, c'est intéressant, effectivement, on a vu ça dans Boulevard Voltaire. Bon, toutes les universités d'été, les partis politiques, la France Insoumise et tous les autres ont fait de grands meetings, des entretiens, des concerts, des spectacles et des tables rondes thématiques. Et l'une d'entre elles, effectivement, on a eu le sonore. Alors là, c'était une conférence intitulée « Les visages internationaux de l'extrême droite ». Évidemment, toujours l'extrême droite, ce pelé, ce galeux d'où vient tout le mal, le grand Satan, il faut le dire, était donc animé par le député du Vaucluse, Raphaël Arnaud. Et alors, une vidéo,
on entend un homme, encore une fois, ça n'incrimine. Si quelqu'un parle et c'est un participant, ça ne veut pas dire que ça incrimine tout le temps. Mais ça montre quand même une certaine manière d'envisager les choses. Donc, il y a cette discussion et cet homme qui était dans l'auditoire, voici ce qu'il dit. Écoutez. Et toute la pensée religieuse revient à fond et que si on occulte l'influence de la religion sur tout ce qui se passe, on parle de l'Inde en fait, hein, mais on parle de l'islamisme, mais en fait le pire fléau aujourd'hui c'est le christianisme en fait. Ce sont les chrétiens qui sont les plus puissants et qui mènent la politique la plus inhumaine qui soit. Alors, le fléau, dit cet auditeur, dit ce spectateur, ce participant à la table ronde, c'est le christianisme. Ah, écoutez, le fléau, c'est vraiment le principal. Il mène la politique la plus inhumaine qui soit. Alors, il y avait une chercheuse à l'IRIS qui était là, spécialiste de l'Inde. Elle dit, le problème n'est pas la religion, elle répond, hein. L'utilisation politique du religieux, oui, c'est certes, il est là le problème, c'est pas la religion, c'est l'utilisation politique du religieux. Mais elle dit, voilà, les bouddhistes, elle parle des hindouistes, etc. Mais je voudrais dire à cette personne, quand même, rétorquer à cette personne, parce qu'on lui a pas rétorqué, hein. Là, on a écouté le sonore, il n'y a pas de réponse. Faudrait dire simplement quelques chiffres, hein. On va pas en donner 25, on pourrait passer l'émission pendant 2 heures. Sur la christianophobie, combien de milliers de chrétiens ont été massacrés au Nigeria depuis janvier? 5 à 10 000. Combien? Et des centaines de milliers avant. Boko Haram, etc. Combien vraiment de chrétiens massacrés? Les chrétiens irakiens, les chrétiens de partout. En Syrie. Il y a 20 ans encore, 25 ans, 2 millions de chrétiens, il n'y en a plus que 300 000. Or, on constate que la religion la plus persécutée au monde aujourd'hui, et de loin, c'est la religion chrétienne. 380 millions de chrétiens dans le monde subissent des niveaux élevés de persécution, de discrimination en raison de leur foi. Je rappelle quand même, et c'était sur les rivages de Gaza, et maintenant c'était en Égypte, les Assyriens, les Coptes, égorgés. Je ne parle pas du reste, égorgés en fonction de leur foi. Alors quand même dire que la religion qui fait le plus de dégâts au monde aujourd'hui, c'est le christianisme. Il faut quand même savoir de quoi on parle, comment on parle et de quelle façon on peut dire ces choses. Vraiment, il y a, encore une fois, là je le dis, des coups de pied occultes qui se perdent. C'est pas possible, si vous voulez, c'est pas possible comme ça de masquer les méfaits des uns ou les crimes des uns pour absolument insister et souligner les crimes des autres. Moi, je voudrais vraiment qu'on fasse des statistiques sur aujourd'hui combien de chrétiens assassinent et tuent en fonction de la religion d'autres non-chrétiens et combien de chrétiens, encore une fois, je le dis, sont persécutés, massacrés, volatilisés, absolument invisibilisés en raison de leur foi. Je crois vraiment que ça vaut le coup de revenir aux faits, aux chiffres et surtout au réel. Et on aura sans doute l'occasion d'en parler un petit peu avec Benjamin Blanchard demain, qui est président de SOS Chrétiens d'Orient, qui sera là à midi. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Un sujet un peu plus léger, André. Je ne sais pas quel est votre niveau en anglais. Oh, well, I think I speak very well. Alors, Oula, je me débrouille. Bon, moi, c'est catastrophique. Ouais. Et je me suis rassurée en tombant sur cette performance linguistique. Écoutez. Not just in the neighborhood who I had more social housing, but in neighborhood where living rich people. It was not so easy. Fabuleux. Alors vous l'avez reconnu, bien sûr, c'est Anne Hidalgo. Anne Hidalgo qui espère postuler après son triomphe pendant 12 ans à la mairie de Paris, hein, où elle a fait quand même des choses extraordinaires, faut bien le dire. Hein. Paris a changé, dans quel sens, je ne le soulignerai pas. Et elle postule un poste à l'ONU, paraît-il, ou dans une organisation internationale, je ne sais pas, l'UNESCO.
Je crois, Anne Hidalgo, que vous auriez intérêt à prendre des cours accélérés de prononciation et d'anglais. Parce que My Taylor is rich and the rich people are in the neighborhood and the neighborhood is very difficult. This is something that you must learn a little more. Hein, my dear Anne Hidalgo. Ah, vous venez de nous créer une perle, là. Hein? Vous venez de nous créer une perle, André. Ah non, mais c'est fabuleux quand même. Je veux dire, My Taylor, d'ailleurs, je me rappelle, on l'a pas ici, tiens, on aurait dû sortir Julien, j'aurais dû vous dire, sortir le sonore, il y a quelques années, elle avait reçu Sadiq Khan, le maire de Londres. C'était extraordinaire, il parlait de oh my God, oh, he is so vulgar, my God, he is so vulgar. No, it's not possible, my God. Alors, elle savait dire my God, donc tous les 5 secondes, elle répétait my God. Et le Sadiq Khan, qui lui parle anglais quand même, en tant que maire de Londres, il connaît ça. C'était vraiment amusant. Donc, voilà. Et donc, écoutez, Anne Hidalgo, je sais que vous allez avoir un grand poste, il n'est pas question qu'on perde quelqu'un de votre valeur, de votre intelligence, de votre culture et de votre sens aigu des faits. Donc, vous serez à l'UNESCO, à l'ONU ou ailleurs, mais please go and to learn English. My Taylor is rich. OK? Et alors, comme on n'est pas vache et surtout pas sexiste, André, on vous remet la déclaration de François Hollande en 2016. C'est devenu un mème sur les réseaux. Tout le monde s'en souvient, savourez. Just be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Alors ça, c'est formidable quand même, président de la République. Président de la République, en France, il fréquente quand même toutes les corps internationaux, les grandes réunions, etc. On lui demande pas, effectivement, encore une fois, mais enfin, comme Anne Hidalgo, il faudrait quand même... Et lui, c'est what you do for what you do. Because I am a socialist and my great enemy is the finance. Yes, he has not eyes, he has not a mouth, he has not a taste, but my great enemy is the finance, the devil, the great Satan, the finance. Intéressant, mais attendez, on va dire, voilà, comme d'habitude, vous attaquez la gauche. Non, et quelle gauche? On va parler aussi qu'un autre formidable, Nicolas Sarkozy. Écoutez, Nicolas Sarkozy, ex-président de la République, qui, lui, se débrouille pas mal en anglais. Écoutez. We will be happy to help you make money in France, and of course, to make some money with you. For us. Et la meilleure façon. Ah, that is very good. Et puis, il a raison, Sarkozy. D'abord, il parle de quoi? Il parle de monnaie. Allez. Bon, on va faire du fric avec vous, mais il faut que nous allions aussi du fric. I am happy, we will make money with you. Voilà. Franchement, il y a un petit problème. Alors, non, il y en a qui parlent mieux anglais. Macron, quand même, se débrouille mieux que ça, il faut le dire. Et puis, Dominique de Villepin, et puis d'autres. Mais c'est intéressant de voir quand même à ce niveau-là, l'anglais étant la langue mondiale, la lingua franca, comme on dit aujourd'hui, langue mondiale, on serait assez heureux qu'il se débrouille un tout petit peu mieux. Well, at least, my dear auditors of South Radio, South Radio, the radio of everybody, because we talk real, so as we talk real, we will be very happy to... Allez, on va faire mode tous. La prochaine émission sera en anglais complet. On fait ça, mais si vous êtes professeur d'anglais, que vous avez pitié d'André Berkoff actuellement, ou que vous souhaitez proposer vos cours, 0826 300 300, à tout de suite. On va rigoler. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Et une dernière avant votre grand entretien avec André Perrin. André, vous le savez, Donald Trump ne manque pas une occasion de railler son prédécesseur Joe Biden, et là il a fait fort. Oui, en fait, comme c'est une grande gueule, et quand je dis une grande gueule, c'est une litote. Donald Trump, il n'arrête pas. Regardez, il insulte les journalistes qui sont en conférence de presse avec lui en disant fake news, raconter n'importe quoi. Soit en quoi il n'a pas totalement tort pour tous, mais enfin, il exagère un peu. Et puis, alors je ne dis pas sur ses opposants politiques, il les traite de tous les noms. Le président de la République ne devrait pas dire ça, n'est-ce pas? Et puis, alors Joe Biden, n'en parlons pas. Évidemment, comme il a souffert sur l'occupation Biden, il faut le dire, on a essayé à la fois de le mettre en prison, de le tuer, de le ruiner, ils ont tout fait, ils ont tout fait. Et puis alors lui, il se venge, voilà, à sa manière maintenant. Donc, il est allé quand même très loin, parce que la Maison-Blanche, vous savez, a dévoilé une galerie de portraits d'anciens présidents. Alors, il y a tous les présidents, depuis Jefferson, Lincoln, compagnie, Eisenhower, enfin, tous sont là. Et puis, on arrive devant le portrait, en principe, de Joe Biden, et là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une photographie d'un autopen. Un autopen, c'est la machine à signer.
Voilà, il y a juste un stylo autopen. Alors évidemment, il dit mais comment? Il dit comme on dit. Il se dit que depuis, pendant pratiquement tout son mandat, Biden était incapable cognitivement, c'était vraiment pas le grand éclair, le grand flash. Donc, il y avait quelqu'un qui signait pour lui. Il y a une machine à signer que ses conseillers utilisaient. Voilà. Donc, le compte X de la présidence américaine a publié une vidéo montrant la succession des portraits en noir et blanc. Donc, voilà, une colonnade qui mène jusqu'au bureau ovale, et embellissement de plus à la Maison Blanche, et puis 2 portraits de Donald Trump. Évidemment, il ne s'est pas oublié puisqu'il a été élu 2 fois, une fois en 2016 et une fois en 2024, comme on sait. Et donc, on arrive au moment Biden, et puis voilà, il y a la machine à signer. C'est pas très sympathique, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est Donald Trump. Alors, on aime ou on n'aime pas, c'est selon. Mais évidemment, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il est totalement brut de décoffrage, monsieur le président américain. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Alors, un face-à-face, je suis très heureux de recevoir, et je vais vous dire ce livre. Si vous voulez laisser les médicaments, laisser les remèdes, laisser tout cela, pas tout bien sûr, mais un certain nombre, parce que là, je vais vous dire, c'est pas de l'ARN messager. C'est un livre roboratif, c'est un livre instructif, et c'est un livre qui montre très bien quoi? Les paradoxes de la pensée progressiste, pour le dire autrement, la pensée cancel culture, la pensée woke, la pensée bobo gaucho, etc., qui, vous le savez, est un élément dominant, que ce soit médiatiquement, pas partout, heureusement, et que ce soit à l'université, que ce soit ailleurs. Et un certain André Perrin, agrégé de philosophie de son état et ancien professeur de classe préparatoire aux grandes écoles. Donc on avait reçu déjà André Perrin pour l'un de ses premiers livres, Le scène de la vie culturelle intellectuelle en France. Et là, André Perrin, d'abord, bonjour. Bonjour. Alors André Perrin, d'abord, pour écrire ce livre, vous avez quand même d'ailleurs Jean-Claude Michéa que j'apprécie, et plus que ça, enfin, qui a fait la préface, et il dit, à la fin, c'est assez joli, il dit, André Perrin a accepté de s'astreindre pendant plus d'une année, on admira au passage sa patience et son courage, à écouter en continu la radio d'État et à lire chaque jour la presse dite par qui de référence. Alors, je salue ici un soldat, vous étiez à Austerlitz, voilà un brave, comme disait l'empereur. Non, mais c'est vrai, tous les jours, vous étiez devant votre poste, radio et télévision et presse? Télévision, non, je ne suis pas du tout téléspectateur. Je regarde tout au plus la grand-messe du soir sur la 2e chaîne, et c'est à peu près tout. En revanche, j'écoute la radio régulièrement, et cela depuis 50 ans, et j'ai toujours écouté la radio publique. La radio d'État de service public, c'est voilà, ça. À laquelle je suis attaché. Bon, parce que d'abord c'est une radio qui a une certaine qualité, en dépit effectivement d'orientations idéologiques qui sont parfois contestables et surtout pesantes. Ce qui fait que j'ai l'occasion de le dire, je n'écoute les radios privées généralement que lorsque le service public est en grève. D'accord. Ah oui, vous êtes concentré sur la radio publique. Oui, voilà, mais c'est à la fois une vieille habitude et par ailleurs je ne la déteste pas totalement. Je regrette simplement chez elle un manque de pluralisme et une orientation idéologique qui est, je l'ai dit, pesante. On va en parler effectivement tout au long, vous en parlez très bien dans votre livre. Non, mais ce qui est intéressant effectivement, parce que c'est vrai que dans ces radios il y a des émissions tout à fait remarquables, mais il y a effectivement un parti pris quelque part sur lequel on peut s'interroger. Et donc vous parlez en fait, d'ailleurs c'est dans le titre, mais la pensée progressiste. Alors cette pensée progressiste qui effectivement domine, d'ailleurs pas seulement dans les radios de service public, je dois dire, même si vous ne les écoutez pas dans les télévisions de service public, à France Télévisions, c'est pas mal non plus. En tout cas, on retrouve un certain nombre de lignes rouges tout à fait similaires.
Quand vous dites, en fait, comment on pourrait définir ce progressisme, cette pensée progressiste, André Perrin? Oui, alors pensée progressiste, à vrai dire, ce dont je parle, ce serait plutôt ce qu'il faudrait appeler la pensée néo-progressiste. Pourquoi pensée progressiste? La pensée progressiste, si on remonte à ses origines, c'est celle qui, au fond, est l'héritière de la philosophie des Lumières, et qui a trouvé sa traduction politique dans la Révolution de 89. Bon, cette pensée-là, elle a un certain nombre de caractéristiques. C'est une pensée qui croit à l'universalité des droits de l'homme. C'est une pensée qui croit au savoir et au caractère émancipateur du savoir, qui croit à la science, qui croit à la laïcité. Et c'est aussi une pensée qui, en tout cas à partir de la fin du 19e siècle et du début du 20e, avec l'affaire Dreyfus, s'est engagée dans la lutte contre l'antisémitisme, en dépit d'une tradition antisémite chez les penseurs socialistes du 19e siècle. Voilà, c'est tout ça la pensée progressiste telle qu'elle a été à l'origine. Or, ce progressisme-là a un peu disparu, enfin il demeure chez certains. Oui, mais beaucoup disparu, je dirais. Oui, mais si vous voulez, cette pensée progressiste, chez ceux qui s'en réclament encore, qui en gardent le nom, ou qui gardent le nom de gauche qui en était la forme politique, si vous voulez, elle a évolué dans un sens dont on peut dire que c'est un petit peu une trahison. Jacques Julliard l'avait fort bien montré, en particulier dans son livre Comment la gauche a déposé son bilan. C'est-à-dire qu'elle a renoncé à la laïcité, elle l'a paradoxalement abandonné à des courants politiques qui n'étaient pas réputés pour être très laïques autrefois. Elle a renoncé aussi à l'universalité des droits de l'homme au profit d'idéologies différentialistes et communautaristes. Et elle a renoncé, hélas, à la lutte contre l'antisémitisme, comme on peut le voir de manière dramatique depuis quelques années. Tout à fait, et encore plus aujourd'hui. Mais justement, André Perrin, c'est intéressant parce que beaucoup d'entre nous, je crois, et quand on voit la vraie philosophie progressiste, les Lumières, parce on jette le bébé Lumière avec l'eau du bain, mais il y a des choses magnifiques dans les Lumières, il ne faut pas les oublier. Mais là, il y a eu quand même une espèce de chemin de traverse, de dérapage et autres. On va en parler avec le wokisme, par exemple, avec le communautarisme, vous parlez, le politiquement correct. On va parler de tout ça parce que ce que vous décrivez dans votre livre, dans ces chroniques qui font ce paradoxe de la pensée progressiste, il y a quand même des perles, je dirais des perles de culture, ou je dirais plutôt des perles d'inculture, qui sont quand même tout à fait remarquables, qu'on voit. Alors, tous ces mots, c'est pour ça l'extrême droite, fachosphère, dans un autre, l'écriture inclusive, la cancel culture, ce féminisme ou ce néo-féminisme, vous en parlez de manière extrêmement précise, et surtout aussi, vous donnez des exemples, c'est-à-dire vous ne manquez pas de donner des extraits, et on va parler ces extraits juste pour mettre l'auditeur en appétit. On va reprendre après le bulletin, les bulletins d'information. C'est qu'il y a juste, je vous donne un merveilleux petit exemple, par exemple, voilà, c'est magnifique. Maboula Soumaoro, vous dites déclare, d'ailleurs c'est vrai, c'était surtout c'était un sonore. Un homme blanc ne peut pas avoir raison contre une noire ou une arabe. C'est très intéressant. On va revenir là-dessus, mais je vous donne ça simplement. Ça, c'est magnifique. La philosophe Manon Garcia a invité le 27 juin au matin de France Culture pour parler de l'avortement aux États-Unis. Elle déclare, et vous citez même la minute où elle le déclare, si vous avez été enceinte ou enceint, vous savez que ce n'est pas marrant d'être enceint ou enceinte pour la plupart des gens. Alors écoutez, je ne suis pas tombé enceinte, donc je ne peux pas répondre pour elle, mais c'est très intéressant de voir qu'un homme peut être enceint, et elle n'est pas la seule à le penser. Et enfin, pour la bonne bouche, je finis avec cela magnifique. Ça, c'est formidable. C'est Christophe Rameau des économistes atterrés qui dit sur France Culture, moi je dis que s'il y a du chômage, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'emplois. Alors là, quand on atteint ce summum d'intelligence et de lucidité, on peut tirer l'échelle.
On se retrouve tout de suite, après les informations. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Je ne suis pas le seul à être dans tous mes états, André Perrin, mais il est beaucoup plus calme. Lui, il le fait à l'humour et il a raison. Un paradoxe de la pensée progressiste qui vient de paraître avec un avant-propos de Jean-Claude Michéa aux éditions de L'Artilleur. Alors, André Perrin, on va commencer un tout petit peu à énumérer, oui. Jean bafouille. D'abord, qu'est-ce qui a fait que, et vous l'avez senti, hein, en bon écouteur et en bon entendeur, salut, qu'est-ce qui a fait que les ondes, on parle de celles que vous écoutez, mais il n'y a pas qu'elles, ont été petit à petit envahies, d'ailleurs l'université aussi, d'ailleurs le reste aussi, par le wokisme, par la cancel culture, hein, la culture de l'annulation, on va s'expliquer là-dessus, bien sûr, là-dessus, l'écriture inclusive, etc. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, et je veux pas remonter, on va pas remonter à Jacques Derrida, à la déconstruction, tout ça, et à la French Theory, simplement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il est apparu absolument indispensable pour un certain nombre de gens, médiatiquement, à l'université ou ailleurs, de devoir embrasser cette culture, et justement par rapport à l'extraordinaire différence par rapport à la pensée vraiment progressiste, à la pensée des Lumières. Le dérapage, on avait commencé à parler, ce dérapage a eu lieu quand même de façon assez massive à un moment donné. Oui, alors je crois que son origine, alors dans la French Theory, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait pertinent. En revanche, il y a une origine américaine sans aucun doute. Du reste, l'expression aussi bien politiquement correcte, politically correctness, que je vois que vous donniez une leçon d'anglais tout à l'heure, alors j'espère ne pas trop mal prononcer. Non, très bien. Donc le political correctness, la cancel culture, le wokisme, tout cela, tous les mots eux-mêmes, effectivement, viennent de l'américain. Et ce sont des choses qui sont nées, en gros, sur les campus des universités américaines à la fin des années 60, au début des années 70. Ça fait quand même plus de 50 ans. Hein. Ça fait plus de 50 ans, et bien sûr, mais ça s'est développé progressivement. Ouais. Alors, oui, la question est de savoir comment ça a rejoint et contaminé et déformé l'humanisme et le progressisme traditionnel. Tout à fait. Le point de départ, ce sont des protestations et des luttes parfaitement légitimes, qui concernait le racisme, qui concernait le sexisme, etc. Donc vous avez eu à l'origine des militants, en particulier afro-américains, qui, dans le cas du politiquement correct, qui protestaient contre par exemple, l'usage de certains vocables qui leur paraissaient offensants à juste titre, tout à fait légitime. Et donc on a remplacé nigger par black, etc. Bon. Et puis, si vous voulez, petit à petit, vous avez eu une évolution de type communautariste, où on a réclamé des droits singuliers, particuliers, pour des communautés. Et alors, vous avez ensuite un développement qui a été... Alors, le wokisme, si vous voulez, le wokisme, c'était la même chose. L'origine, c'est donc un verbe anglais qui veut dire éveiller. Donc, il faut être éveillé aux discriminations diverses, aux injustices de toutes sortes, aux injustices subies par les minorités ethniques, sexuelles, les homosexuels, les noirs, et puis les femmes, bien qu'elles ne soient pas une minorité, mais enfin qui sont assimilés d'une certaine manière. Bon, donc tout cela, bien sûr, est parfaitement légitime. Mais ça s'est ensuite... Vous avez eu un certain nombre d'outrances qui ont rendu ces causes tout à fait contestables dans leur... Tout à fait. Alors André Perrin, justement, moi ce qui est intéressant, ça, le constat, on le sait, mais comment vous expliquez, si vous avez une explication, j'avoue que je n'ai pas, ce dérapage qui est d'un côté, parce que comme vous dites, c'est légitime au départ, mais ça a dérapé. Est-ce que c'est le balancier qui arrive toujours, c'est tout excès va au bout de son excès, ou tout pouvoir au bout de son pouvoir? Qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé
à la folie des statues rasées, des livres corrigés, de Harry Potter, etc., censurés, etc., etc. Ce basculement, est-ce que c'est un basculement, là ? Oui, alors le basculement, si vous voulez, il n'y a pas seulement un basculement, parce que, après tout, la volonté de faire taire ceux avec lesquels on n'est pas d'accord, ça n'est pas entièrement nouveau. C'est pas nouveau, c'est clair. La volonté de censure, on l'a connue bien avant dans des États totalitaires. Bien sûr. Bon, l'intolérance, là aussi, n'a pas attendu. Alors, je crois qu'il y a des formes nouvelles qui ont été prises, en particulier, alors parce qu'on parlait du progressisme et de son évolution. Je crois que là, j'ai repris, si vous voulez, un petit peu les thèses qui ont été fort bien développées par Jacques Julliard sur ce qui s'est passé. Il s'est passé que il y a eu une évolution sociale, une évolution de la classe ouvrière. Il y a eu d'abord il y a eu Solzhenitsyn, il y a eu qui a été un moment important qui a précédé l'effondrement de l'Empire soviétique. Avec cet effondrement de l'Empire soviétique, eh bien la fin de ce qu'on appelle les grands récits révolutionnaires et la fin de luttes sociales qui se passaient sous le régime de la lutte des classes. En même temps, la classe ouvrière a connu un certain déclin, les classes moyennes, elles, se sont développées. Et l'évolution de la gauche à partir de 1981 en particulier, bon, tout le monde la connaît. Enfin, il y a ce paradoxe qui fait que François Mitterrand se fait élire sur un mot d'ordre, un marxiste, et plus que ça, sur un mot d'ordre qui est rupture avec le capitalisme. Et bon, on a bien vu de quelle manière ça a donné, on a rompu avec le capitalisme à partir de 81. Bon, inutile d'en faire tout le détail, mais bon, ensuite, si vous voulez bien regarder ce qui a suivi après. Bon, il y a eu Terra Nova, le think tank Terra Nova. Oui, ça, je pourrais y venir plus tard. Mais, allez-y. Mais voilà. Alors ensuite, bon, il y a eu Michel Rocard, qui n'était pas quand même le plus grand adversaire du capitalisme, et puis bon, Pierre Bérégovoy, dont la politique a plutôt été une politique de dérégulation, et puis ensuite il y a eu Lionel Jospin, bon, avec une politique privatisation, une politique de privatisation, je crois à hauteur de 31 milliards, qui a battu tous les records de privatisation de tous les gouvernements. Bon, et puis ensuite ça a été François Hollande, là aussi, qui n'a pas été quand même un très grand révolutionnaire, si vous voulez. C'est clair. Et puis alors, vous avez raison, il y a Terra Nova. Je pense que la note de Terra Nova, elle est très importante, parce que là, elle est vraiment au cœur de ce qui s'est passé, lorsque un think tank très proche du Parti socialiste explique que, bon, la classe ouvrière s'est terminée, le prolétariat s'est terminé, de toute façon, on les a perdus, de toute façon, ils votent mal, ils se sont tournés vers la droite et, pire encore, vers l'extrême droite, il n'y a plus rien à en tirer, donc il faut un nouveau peuple, et ce nouveau peuple... De nouveaux électeurs. Voilà. Et on va le trouver dans les minorités, alors les femmes, bien sûr, faisant partie des minorités, mais les femmes, les jeunes, les immigrés, les marginaux, etc. Les LGBT, les LGBT, les minorités sexuelles, ethniques, etc. Voilà. Et donc, à partir de là, la rencontre avec le courant américain du politiquement correct, du wokisme, se fait tout naturellement. La jonction se fait tout naturellement. Et c'est ça qui est intéressant, parce que votre livre montre, donne un témoignage tout à fait intéressant. Vous prenez la température de cette jonction. Parce que tous les exemples, ou pratiquement tous les exemples que vous donnez, ils sont très parlants en plus, puisque vous donnez des témoignages qui sont de la radio, des journaux, etc. Et c'est extraordinaire, parce que, honnêtement, on voit jusqu'à l'incandescence où ça a été porté. C'est-à-dire que ça arrive, encore une fois, j'ai cité quelques... Mais juste, on va parler d'un peu tout, mais prenons au hasard, en tout cas au hasard, je te parle de votre livre, par exemple, voilà...
Par exemple, vous parlez à la matinale de France Culture, je vous cite, et je voudrais qu'on développe là-dessus, 30 mai 2023, il n'y a pas longtemps, consacré à l'histoire de la violence et de sa récupération politique. Donc, il y a le politologue Sébastien Rocher qui est là, et l'historien Arnaud-Dominique Hout. Alors, fait la déclaration suivante à propos des députés LFI, la France Insoumise. Et il dit, on leur reprochait de ne pas porter de cravate, on leur reprochait de ne pas bien parler, alors qu'à l'inverse, le RN, le Rassemblement National, mettait une cravate pour habiller ses discours de haine. Et donc, ça, alors vous épigolez là-dessus. Et d'ailleurs, je le dis tout de suite, c'est vraiment intéressant. Et vous citez François Ruffin, mais je vais revenir sur François Ruffin. Alors, la haine, c'est pour ça que vous avez utilisé la haine cravatée et la tendresse débrayée. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que ce renversement de concept? C'est-à-dire que, voilà, ces salauds de fascistes, ils sont en cravate, et les autres, ben oui, mais parce que ce sont des progressistes, ou enfin, appelons-le comme on veut, ils sont, voilà, en chemise. Oui, alors, si vous voulez, le problème, c'est qu'il y a actuellement, tout un discours sur l'extrême droite. Enfin, on entend absolument tous les jours parler de l'extrême droite. La fachosphère, etc. La fachosphère, etc. Ouais. Y compris, je pense, au moment des législatives de 2024, donc il n'y a pas très longtemps, au second tour des législatives, c'était donc... ça devait être entre le 1er et le 5 juillet 2024. Ouais. Donc moi j'ai écouté comme d'habitude la matinale de France Culture. D'accord. Le matinalier a des invités. Eh bien, c'était la semaine qui précédait l'élection. Donc, en principe, il doit y avoir un certain équilibre, un certain pluralisme. Oui, c'était en pleines élections. C'était en pleine période électorale. Ouais. Bon, c'est là où normalement on surveille, on contrôle l'impartialité du service public. Bien sûr. Bon, pendant toute la semaine, il n'a été quasiment question à la matinale que de l'extrême droite. Hein, pas forcément en France, aussi on a parlé de l'extrême droite, je ne sais pas, en Italie ou ailleurs, je ne sais plus. Hein, les invités étaient tous du même bord, hein, sauf, alors le premier jour, je crois, il y avait sur les 3 invités, il y avait un journaliste de l'opinion, mais comme il était question de l'extrême droite, il était... C'est pas l'extrême droite, l'opinion, quand même. Non, c'est pas l'extrême droite, mais c'était le seul journaliste qui ne soit pas de gauche, et il était d'accord avec les autres, puisqu'il s'agissait de parler de l'extrême droite. Bon. Et ça a été comme ça toute la semaine. Voilà. Donc, si vous voulez, vous avez ça pose de problème, celui bien sûr de l'impartialité du service public, et puis celui aussi de cette fixation obsessionnelle sur l'extrême droite. Or, le concept d'extrême droite, alors je l'ai fait remarquer dans mon livre à propos de certains intellectuels qui, à propos du wokisme, disent oh non, il faut pas parler de wokisme parce que c'est pas un concept scientifique, c'est une vague notion purement polémique, etc. Bon, je leur dis mais et le concept d'extrême droite que vous avez à la bouche tous les jours, est-ce que vous pourriez me montrer que c'est un concept scientifique, d'abord en définissant le concept scientifique, ce que personne ne fait. Ou à tout le moins une idée claire et distincte, au sens où Descartes définit l'idée claire et distincte. Bon, qu'est-ce que c'est or, extrême droite, ça veut dire à peu près tout et n'importe quoi. Enfin, disons que ça connote quelque chose, bien sûr. Qu'est-ce que ça dénote Mais en l'occurrence, c'est l'auberge espagnole du fantasme des autres. Non, mais je pose la question, par exemple, est-ce que être d'extrême droite, est-ce que c'est être extrêmement de droite? Mais si être de droite, c'est être libéral, est-ce que l'extrême droite est extrêmement libérale? Est-ce que ce libéralisme extrême veut davantage d'État ou moins d'État? Qu'est-ce que dit Mussolini là-dessus? Qu'est-ce qu'a fait Hitler? Bon, qui peut être d'extrême droite? Ou alors, est-ce que l'extrême droite, et là, je reviens au problème que j'avais abordé, est-ce que c'est une droite qui utilise des moyens extrêmes? Ouais. Bon, or, là, alors, comme c'est le Rassemblement national qui est désigné comme le principal parti d'extrême droite, est-ce qu'il utilise des moyens extrêmes?
Bon, là, c'est, enfin, à ma connaissance, les seuls moyens, ce sont des moyens électoraux. Et les moyens... Il n'est pas en train de massacrer des gens avec des brigades SS dans les rues, quoi. Apparemment, personne n'a été assassiné en France par un militant de ce parti ou d'un autre, d'ailleurs. Nous avons 12 ou 13 compatriotes juifs qui ont été assassinés. Aucun ne l'a été par l'extrême droite, ni par un catholique intégriste, ni par un bouddhiste, ni par qui que ce soit. Bon, et si on regarde la violence politique, alors indépendamment du terrorisme, mais la violence politique, disons, ordinaire lorsque l'on a des voitures incendiées, des vitrines brisées, des policiers ou des gendarmes caillassés, dans combien de cas est-ce imputable à cette extrême droite violente? Voilà pourquoi, effectivement, on chosifie. On va continuer à parler de ça, André Perrin, parce que ça va encore beaucoup plus loin, juste après cette petite pause. 0826 300 300, si vous avez envie de dialoguer, enfin de poser des questions à André Perrin. Paradoxe de la pensée progressiste, parce que on est au cœur du réacteur, on est au cœur du sujet. Et vous savez, quand vous écoutez du matin au soir, ça irrigue, et il est temps encore une fois, de remettre quelques mots justes et quelques pensées justes, sinon progressistes. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. André Perrin, Paradoxe de la pensée progressiste, aux éditions de l'Artilleur, un livre, encore une fois, à lire. Vous savez, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Ça l'est pas encore, mais ça deviendra. André Perrin, alors on parlait d'extrême droite, de la fachosphère, de cette tendance extraordinaire, parce que là c'est devenu vraiment, encore une fois, général, on étiquette. C'est quelqu'un, on va pas aller jusqu'à l'assassiner, hélas, comme Charlie Kirk, mais encore une fois, c'est pas très loin quelquefois. On a l'impression qu'une fois qu'on vous a mis une étiquette, il faut mettre un gilet pare-balles parce qu'on risque tout. Oui. Alors, pour en revenir à l'extrême droite, parce que on parlait de son concept, qu'est-ce que c'est que l'extrême droite? Autrefois, on savait parfaitement ce que c'était. La tradition d'extrême droite, elle se caractérisait essentiellement par trois choses. Premièrement, l'antiparlementarisme. Deuxièmement, le recours à la violence physique. Et troisièmement, l'antisémitisme. Bon, à l'époque des ligues, etc. Bon, Drummond, etc. Voilà, exactement. Alors, si on regarde ce qu'est devenu le parti qui recueille les voix d'un grand nombre de Français aujourd'hui, par rapport à ces trois critères, on voit qu'il n'y a rigoureusement aucun des trois qui lui correspond. Oui, le Rassemblement national, voilà. Oui, anti-parlementarisme, il l'est pas. Il s'est toujours inscrit dans la logique parlementaire. L'antisémitisme, on voit très bien aujourd'hui, il se pose même en défenseur des Juifs, et on voit très bien que c'est à l'extrême gauche qu'il se développe. Et quant à la violence politique, là aussi, on la cherche. Bon, le journal Libération va toujours chercher, mais c'est jamais avec le Front National. Il cherche des groupuscules d'extrême droite, identitaires à Lyon, qui ont commis... Oui, mais enfin, ça, c'est tout à fait... Bon, pour le coup, ça, c'est résiduel. C'est résiduel, c'est marginal, et puis c'est autre chose que le parti qui est désigné comme le parti d'extrême droite. Bon, alors, si vous voulez, il y a eu une évolution considérable depuis ce qu'a été l'extrême droite au XIXe siècle et pendant pendant la première moitié du XXe siècle, en tout cas jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Or, cette extrême droite, bon, il y a eu des prolongements à l'époque de l'OAS, etc. Bon, maintenant, depuis 30, 40, 50 ans, et en particulier avec l'arrivée de Marine Le Pen et de ce qu'elle a fait à son parti, à son propre père d'ailleurs, bon, il y a eu une inflexion considérable et on a l'impression que du côté des progressistes, au lieu de s'en réjouir, on s'en désole. C'est-à-dire que on voudrait que l'ennemi à abattre, monstrueux, celui qui est connoté justement par le mot, on voudrait que le ventre soit toujours fécond, d'où a jailli la bête immonde. Tout à fait. Les années les plus sombres de notre histoire. Voilà. Mais c'est normal, s'ils perdent ça, qu'est-ce qu'ils ont comme argument? Exactement. Bon. Or, on peut parfaitement
combattre les idées de l'extrême droite. Moi, c'est du reste mon cas. Moi, j'ai toujours été extrêmement éloigné de l'extrême droite. Vous n'êtes pas le seul. On peut les combattre avec des arguments rationnels et on n'en manque pas, sans avoir besoin d'agiter le chiffon du fascisme, du nazisme, etc. Vous voyez ? Or, justement, des EELV aux socialistes, en passant, je ne parle même pas de LFI, c'est tout le temps, alors les fachos, vous faites les fachos. On a l'impression, non mais, là aussi je voudrais revenir, alors justement, pour aller plus loin que l'histoire de l'extrême droite, simplement, revenir à d'autres rivages, c'est-à-dire qu'on a l'impression, encore une fois, que, je dirais, il n'y a plus de disputation, ça s'est appauvri, aux Orion verbaux pour le moment, mais pas seulement. Voilà, vous êtes ceci, vous êtes là, je reviens à l'histoire de l'étiquette, et ça reste ça, et ça reste vraiment. Et donc, je ne veux plus discuter avec vous, puisque vous n'êtes pas d'accord avec moi. Oui. La disputation, puisque vous n'êtes pas du même avis que moi, moi je suis le camp du bien, vous êtes le camp du mal, donc il faut soit vous éliminer, soit vous invisibiliser. C'est un peu ça. Oui, alors ça, c'est tout à fait ce que j'avais essayé de développer davantage dans mon premier livre, Scène de la vie intellectuelle en France, qui est porté, je crois, comme sous-titre l'intimidation contre le débat. C'est-à-dire qu'il y a effectivement depuis au moins, disons, une vingtaine d'années, 20 à 25 ans, je pense qu'on peut le dater assez précisément, il y a une véritable dégradation du débat intellectuel en France. Une difficulté de plus en plus grande à discuter entre personnes d'opinion, d'avis, de convictions opposées. Et c'est bien sûr lié justement au politiquement correct dont on parlait. Parce que le propre du débat intellectuel, c'est d'être un débat qui a pour horizon la question de la vérité. C'est-à-dire, et il s'agit de savoir si une thèse est vraie ou pas. Ce qui suppose que l'on croit également à la vérité, que l'on croit à la science, etc. Et or, avec le politiquement correct, ce qui s'est introduit dans le débat, c'est, je dirais, l'intrusion de la morale ou du moralisme. C'est-à-dire que ce qui est important, ce n'est pas le vrai, mais c'est ce qui est bien selon moi. Voilà. Et donc, c'est mon narratif à moi autour du vrai. Voilà. Ou alors, ce sont mes intentions et ce sont les conséquences de ce que je pense ou de ce que je dis. C'est-à-dire, la question n'est pas de savoir si une proposition est vraie, mais d'abord, qui est-ce qui l'énonce, d'où parle-tu camarade, voilà. Est-ce que ça n'est pas dans l'intention, dans une mauvaise intention que tu dis cela, une intention avec des motivations basses, et puis deuxièmement, est-ce que ce que tu dis ne va pas avoir des effets désastreux, est-ce que ça ne va pas faire le jeu de... Voilà. C'est aussi faire le jeu de grande expression favorite. Voilà. Et donc, on est attentif avant tout à ne pas être catalogué du côté de ceux dont on risque de faire le jeu. Ben oui, mais que voulez-vous ? Il arrive parfois que on dit des vérités et que d'autres vont s'en emparer, peut-être avec de mauvaises intentions, mais on ne peut pas renoncer à la vérité, sous prétexte que d'aucuns pourraient utiliser des propositions vraies pour faire des choses mauvaises. Mais là, on va jusqu'au cynisme d'un certain nombre de gens, notamment un expert en sondage qui disait, écoutez, la vérité, je veux dire un politique, je parle, on s'en fout, ce qui compte c'est notre narratif. Le narratif est plus important que la vérité. Ah oui, on voit très bien ce que ça donne. Vous me faites penser à une fois, j'ai dû en parler dans un de mes livres, peut-être pas celui-là, j'avais entendu une interview de Sophia Chikirou. Ah oui. Et alors c'était de la France insoumise. Voilà, de la France insoumise. Oui. Et c'était à propos, vous savez, du comptage des manifestants dans les manifestations. Ah oui. Parce que alors, à l'époque, il y avait plusieurs journaux de tendances tout à fait différentes, de gauche et de droite. Il y avait Libération, Le Monde, Le Figaro, je crois. Tous s'étaient mis d'accord pour demander à un cabinet qui s'appelait Occurrence, si je me souviens bien, de comptabiliser les manifestants avec des méthodes qui étaient beaucoup plus rigoureuses que celles où on comptait la rue, on voyait voilà.
Et donc, c'est même Mediapart qui avait été à l'origine de ça. Et alors, les premiers résultats, ils ont été très déçus, parce que ça a fait apparaître que les chiffres donnés par occurrence donnaient même un tout petit peu moins de manifestants que ceux de la police. Et que l'écart avec les chiffres des syndicats était considérable. Bon. Et chaque fois que le cabinet occurrence a fait ce comptage, ça a donné les mêmes résultats, c'est-à-dire que les chiffres qu'il donnait étaient peu ou prou presque ceux de la police, inférieurs à ceux de la police, oui. Étaient peu ou prou ceux de la police. Et alors, donc Sophia Chikirou. Et alors, Sophia Chikirou, dans une interview, dit il faut pas procéder à un genre de comptage, pas du tout. L'important, c'est que nous avons nos chiffres. La police a les siens. Eh bien, chacun ses chiffres, et c'est un combat de chiffres. Voilà, exactement. Oui, mais c'est très clair. On va continuer de parler de la vérité et des vérités, hélas, parce qu'il n'y a pas de ce point de vue de relativisation, malheureusement on l'utilise, avec André Perrin. Après cette petite pause, je vous rappelle 0826 300 300 si vous voulez intervenir. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. André Perrin, restons un peu sur l'extrême droite, non pas pour occuper tout le terrain, mais quand même il y a des manifestations que vous racontez dans votre livre, Paradoxe, la pensée progressiste, je rappelle, à lire, vraiment à lire. Vous racontez ceci, ça date de juin 2024, vous voyez, un peu plus d'un an, donc. Jordan Bardella, président du Rassemblement national, proposait d'interdire aux citoyens et à une autre nationalité que la nationalité française d'occuper des emplois extrêmement sensibles, par exemple des franco-russes, des postes de direction stratégique dans la défense nationale. Très très peu de personnes. Et vous recevez, vous lui dites à l'entête de Place Publique, un texte signé de Raphaël Glucksmann. On en parle beaucoup en ce moment, Raphaël Glucksmann en tout cas. Et il expose dans ce texte, sous la forme d'une, je vous lis, sous la forme d'une anticipation de ce qui se passerait en France le 25 juin 2025 si l'extrême droite était au pouvoir, le programme du Rassemblement national. On y apprend que les 3,5 millions de citoyens français ayant une binationalité, oui, ils sont 3,5 millions, ne peuvent plus occuper d'emplois publics et de postes dans l'administration selon le Rassemblement national. Or, c'était pas du tout ce qu'il disait apparemment. Non. Enfin, c'est une proposition d'ailleurs dont on pouvait tout à fait discuter le bien fondé. C'était pas un vrai problème parce que de toute façon, comme je l'ai dit, il est inimaginable que on nomme à un poste important quelqu'un qui serait un franco-russe pour. Bien sûr. Donc c'était un petit peu un faux problème, mais ça a été l'occasion effectivement d'une désinformation et je dois dire que j'ai été un petit peu déçu par Raphaël Glucksmann, qui est quelqu'un pour qui je n'éprouve aucune antipathie, mais j'ai trouvé tout à fait regrettable, effectivement, qu'il envoie un texte qui disait des choses complètement fausses, et alors même que lui-même avait insisté dans un autre texte que je cite, sur l'importance de dire la vérité, de ne jamais faire dire à l'adversaire ce qu'il n'avait jamais dit. Or, c'est exactement ce qu'il faisait. Voilà. Ouais. Mais voilà, c'est encore une illustration, si vous voulez, de la dégradation du débat public. Et on le voit d'ailleurs, vous utilisez évidemment, c'est intéressant d'égrener à l'aune de ce que vous dites et de ce que vous montrez, presque tous les faits d'actualité. On ne va pas remonter au Covid, mais Dieu sait s'il y a eu des choses à dire au Covid. Mais si on prend le Covid, si on prend le climat, si on prend la guerre Russie-Ukraine, si on prend ce qui se passe au Proche-Orient avec Israël, Gaza et compagnie, et là aussi, je reviens toujours à l'esprit public, France Culture, votre source préférée, on peut dire, c'est votre gisement aurifère, on peut dire quelque part. André Perrin, vous dites ceci là dans Bertrand Badi qui est chroniqueur là-bas le dimanche 25 février 2024. Bertrand Badi intervient de nouveau dans cette émission. Il dénonce l'indifférence devant les 30 000 morts qui s'accumulent à Gaza et le fait que les médias n'en parlent pratiquement jamais, ce qui est déjà assez étonnant. Les médias ne parlent jamais, de Gaza et tout ça, c'est intéressant. Et vous ajoutez la contre-vérité, pour le dire en français moderne, est à ce point énorme que l'animateur de l'émission, manifestement aussi suffoqué qu'Alain Finkielkraut devant les statistiques de Victorien, proteste, n'en parle pratiquement jamais, là vous exagérez quand même.
Et donc, le professeur de relations internationales, Bertrand Badzi, dit « Écoutez, j'ai regardé le JT de 20h le lendemain, le soir, du vote au Conseil de sécurité, lorsque les États-Unis ont mis le veto. Le précédent, pas le dernier, pas un mot, pas un nom, mais un long reportage sur la taille des gâteaux secs. Et sur je ne sais pas encore, non, il y a une occultation de ce conflit, c'est évident. » Comment peut-il dire qu'on occulte le conflit, quel que soit le bord dans lequel on est ? Oui, écoutez, c'est un mensonge effectivement d'une telle énormité. Mais alors vous savez ce que j'ai fait ? Oui. Moi, j'ai passé 2 journées entières à réécouter en différé la totalité des journaux télévisés de France 2 depuis le 7 octobre jusqu'à la date de l'émission. D'accord. J'ai fait ça la plume à la main et j'ai noté tout ce que l'on disait. Vous avez tout réécouté. J'ai tout réécouté. 2 jours entiers, parce que, comme je le disais, la seule chose que je regarde à la télévision, c'est le JT sur France 2, le 20h le soir, mais pratiquement tous les soirs. Là, j'ai tout réécouté, y compris d'ailleurs ceux que j'avais manqués, parce que j'étais pas là le soir. Bon, voilà. Et j'ai noté, et j'ai pu indiquer dans mon livre, eh bien, voilà combien de fois on en a parlé. J'aurais pu dire d'ailleurs combien de temps est-ce qu'on a dit. J'avais noté tout ça. Oui. Voilà. Mais effectivement, c'est épouvantable qu'on puisse, dans une émission, et en plus d'une émission qui est une émission de grande qualité, l'Esprit public, même si on peut regretter l'époque où elle était animée par Philippe Meyer, mais bon, elle reste malgré tout une émission de qualité. C'est quand même épouvantable qu'on puisse lâcher des énormités pareilles. Bon, en l'occurrence, là, l'animateur est quand même intervenu pour redresser un petit peu, vous voyez, mais... Oui, bon. Mais oui, c'est ça. Et alors, justement, pour revenir au fond de votre livre et du problème, cette espèce de... Alors, on a parlé de la violence, de l'étiquette, de ceci, mais cette espèce d'occultation, c'est-à-dire que si le réel et les faits, parce qu'il y a le réel et il y a les faits qui me gênent, eh ben j'en parle pas, je les occulte. C'est-à-dire, elles n'existent pas. Donc, on arrive à quelque chose qui est extraordinaire par rapport à... C'est pour ça qu'il faudrait presque plus parler de progressisme, parce que par rapport à l'esprit des Lumières, par rapport à Diderot, de Voltaire, d'Alembert et compagnie, on se dit, mais où on est ? On est dans une espèce de, je ne sais pas, qu'on pourrait dire, de chez les Hurons, de jungle, où vous avez telle ou telle étiquette, telle ou telle... Et voilà, et en fonction de cela, on accepte même de vous parler, ou surtout, on va pas vous donner la parole. Je veux dire, on est arrivé, et c'est à tous les niveaux, ça peut être au niveau du bistrot, de la rue, des médias, et de l'université et ailleurs. Vous avez vu, juste, je finis là-dessus, le nombre de professeurs de conférenciers, Sylvia Nagasinski et autres, interdits de parler. Vous avez vu quelques auteurs donnant interdits de librairie, etc., etc. Enfin, on est où ? Oui. Alors effectivement, je crois qu'il y a une perte, effectivement, du sens du réel. Et aussi, on en parlait tout à l'heure, mais vous me donnez l'occasion d'y revenir, de foi dans la science. Alors, j'entendais ce matin, justement, c'était sur France Culture, il était question à la matinale de toutes les mesures qui sont prises aux États-Unis et qui paralysent la recherche scientifique de manière autoritaire par le gouvernement Trump. Bon, tout cela, bien sûr, est extrêmement inquiétant. Bon, il y avait c'est pas totalement nouveau. Vous savez, il y avait déjà avant. Oui, allez-y. Il y avait déjà avant dans certains États, des gens qui prétendaient imposer l'enseignement du créationnisme, au moins à concurrence avec le darwinisme, etc. Bon, il y a une offensive contre la science qui se fait de ce côté-là, mais il faut voir aussi, et c'est davantage de cela qu'il est question dans mon livre, que le wokisme a mené une véritable offensive contre la science, et qui est une rupture complète avec la fuite des Lumières. Lorsque vous voyez que, par exemple, que des intellectuels comme, je pense à Anne Fausto-Sterling, qui décrit, qui nous dit que la biologie est une science patriarcale et viriliste. Bon, c'est aux États-Unis, mais vous avez un philosophe français, professeur à l'université de Nanterre, qui répercute ces thèses, et qui vous explique que oui, il faut substituer à cette biologie patriarcale et viriliste une biologie qui soit matriarcale et gynarchique même. Bon, vous voyez où on en arrive. Qui est ce professeur
on va pas donner son nom. Il doit être dans mon livre, je pense. Ouais. Même les mathématiques n'y échappent pas. Vous savez que vous avez aux États-Unis un programme à destination des collèges, qui est un programme qui consiste à libérer les mathématiques du racisme, parce que les mathématiques libérer les mathématiques du racisme. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a des mathématiques blanches et des mathématiques noires. Exactement. C'est ça, et voilà. Et c'est un programme qui d'ailleurs est financé par la fondation Bill Gates. Oui. Il s'agit de l'intitulé, c'est démanteler le racisme de l'enseignement des mathématiques. Alors, on vous explique entre autres choses que exiger une réponse exacte en mathématiques, eh bien c'est raciste. Bon. Hallucinant. Voilà. Oui, c'est alors 2 plus 2 égale 4. Attention. Voilà. Attention. Alors, vous savez, vous avez, en 2016, vous avez des étudiants de l'université du Cap qui avaient réclamé que l'on se débarrasse de la science occidentale, parce que le problème, c'est que la science est aujourd'hui, dans le mouvement wokiste, dénoncée comme une science qui a été faite par des hommes blancs et colonialistes. Bon, donc il faut la science décoloniser la science. Voilà, donc il faut décoloniser la science. Elle a éteint les savoirs indigènes qui ont leur dignité, etc. Il faut donc les restituer. Donc ces étudiants réclamaient que l'on réhabilite par exemple la magie noire. Bon, eh bien là c'était des étudiants, mais vous avez en Nouvelle-Zélande. Ouais. Vous avez des dispositions qui ont été prises pour que désormais les savoirs autochtones soient enseignés à parité avec la science occidentale. D'accord. Alors, et parmi ces savoirs autochtones, vous avez par exemple une thèse selon laquelle la pluie est provoquée par les pleurs d'une déesse, là dont j'ai oublié le nom. Mais... Bon, voilà, tout ça doit être enseigné. Doit être étudié avec la même légitimité qu'étudier les sciences. Exactement. Pluie, ouais. Et alors, mais c'est pas seulement en Nouvelle-Zélande ou aux États-Unis. Enfin, si, sur le plan institutionnel, pour le moment, ça n'a pas encore atteint la France. Mais sur le plan des idées, vous avez des sociologues France, qui vous explique que il faut instaurer une nouvelle épistémologie, qui est une épistémologie des savoirs situés. Ça veut dire quoi, ça ? Alors, savoir situer, ça veut dire que l'essentiel pour un savoir, ce n'est pas d'être vrai, mais c'est de se placer... D'où tu parles, ça revient au d'où tu parles. D'épouser le point de vue des dominés. Voilà. Il est plus important. Le savoir des dominés qui est plus important que le savoir des soi-disant dominants. Qui est plus important que la vérité, c'est ça. Alors oui, non mais là on arrive à un des cœurs du problème. On va en parler juste avec cette dernière petite pause avec André Perrin, mais là on est au seuil, et je crois vraiment au cœur de ce qu'on appelle un vrai totalitarisme de la pensée, et très dangereux. On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. En tout cas, André Perrin, il faut le dire, est la preuve vivante que écouter en permanence la radio de service public ne vous rend pas complètement aneuronal. Vraiment, son livre, encore une fois, je le répète, je le dis, lisez-le. Paradoxe de la pensée progressiste, le camp du bien à l'heure du woke. Ça donne non seulement un certain nombre d'arguments, mais surtout ça donne des preuves de ce qui peut se passer quand on se laisse aller à cette dérive. André Perrin, on arrive on pourrait en parler pendant des heures, mais le fait que justement, au nom de la science, entre guillemets, entre grands guillemets, au nom du bien, au nom de la bienveillance, au nom de la soi-disant de leur vérité, vous montrez dans votre livre qu'on est capable de dire strictement et carrément, littéralement, n'importe quoi. C'est ça qui est quand même très dangereux dans cette histoire, et inquiétant, je dirais. Oui, alors l'exemple de la biologie dont on parlait tout à l'heure est significatif avec la question du genre, si vous voulez. On arrive à des thèses qui sont tout à fait extravagantes, et comme toujours, c'est à partir d'idées justes. De même que le politiquement correct, c'est à partir de bons sentiments qu'on arrive à des choses qui sont absolument catastrophiques. Là aussi, on part d'idées justes. L'idée juste sur le genre, on la trouve déjà chez Simone de Beauvoir.
on ne naît pas femme, on le devient. Bon, oui. C'est une manière déjà de montrer... C'est une métaphore chez elle, c'est pas biologique. Bien évidemment, c'est une métaphore. Et puis voilà, ça signifie que tout n'est pas déterminé par la biologie, mais qu'il y a une part de construction sociale dans l'identité sexuelle. Oui, mais là on dérape et on dérive là. Voilà. Mais alors à partir de là, qu'est-ce que ça devient chez les modernes, chez des gens comme Judith Butler et ses épigones par exemple? Judith Butler, d'abord, elle va beaucoup plus loin puisqu'elle va jusqu'à dire que le sexe est une construction culturelle au même titre que le genre, ce qui revient à effacer purement et simplement la distinction essentielle entre sexe et genre. XX et XY, ça n'existe pas. Voilà. Et puis, alors, elle nous dit que le sexe est une construction performative. Bon, alors... Performative, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle fait exister la chose en l'énonçant. Tout ça, vous savez, ça vient de Austin. Bon, lorsque il y a un énoncé performatif, l'exemple classique, c'est le maire, par exemple, qui célèbre un mariage. Je vous déclare unis par le mariage. Le fait de le dire fait que réellement, l'homme et la femme sont réellement mariés. Ouais. Mais transposé à la question du genre, eh bien, ça donne ce qu'on voit aujourd'hui. Je peux devenir femme simplement sur déclaration. J'ai un ressenti de femme, et donc je déclare que je le suis, et par là, et c'est pourquoi des hommes peuvent être enceints maintenant, bien sûr. Bien sûr, j'ai un ressenti de chat tigré, je suis un chat tigré. J'ai un ressenti de saule pleureur, et si vous, André Perrin, vous n'êtes pas d'accord sur mon statut de saule pleureur, vous êtes raciste. Exactement. Voilà. Oui, mais justement, ça, est-ce que André Perrin, même, est-ce que ce n'est pas vraiment un totalitarisme de la fausse pensée? Est-ce qu'on n'en est pas là? Je dis pas que, attendez, on va pas jouer les Cassandres, on n'est pas en état totalitaire, mais quand même, il y a quelque chose de, je dirais, de dictatorial, de... Oui. Écoutez, moi je n'emploierais pas le mot de totalitarisme. Bon, encore que Nathalie Hennig a publié un livre où elle posait, avec un point d'interrogation, est-ce que c'est un totalitarisme? Bon, moi j'avoue que j'hésite. Enfin, le terme de totalitarisme. Non, et vous diriez quoi? Écoutez, je parlerais plutôt de tyrannie. Je pense qu'il y a une tyrannie de la pensée, et qui se voit d'ailleurs dans la manière de traquer le langage des autres, de chercher à tout prix à les reprendre, à exiger qu'ils parlent la novlangue qu'on veut imposer. Vous savez, il y a une très belle intervention de Barack Obama sur le wokisme. J'en ai conseillé la lecture à ceux qui disent que le wokisme n'existe pas. Je leur ai dit, demandez à Obama, lui il y croit. Il est bien placé pour savoir comment ça se passe aux États-Unis. Et Obama a dit, écoutez, oui, le wokisme c'est bien gentil, il y a des injustices, d'accord, mais c'est surtout une manière, une posture pour des gens qui se disent, oh là, j'ai montré que l'autre était raciste, ça montre à quel point moi je suis antiraciste, regardez comme je suis super woke. Oui, voilà, je suis bien, je suis beau et j'appartiens au camp du bien. Obama a bien vu les choses. Très bien. En tout cas, vous aussi, le camp du bien à l'heure du woke, paradoxe de la pensée progressiste. Et quand vous dites paradoxe, je vous trouve très indulgent. Vous allez beaucoup plus loin, à mon sens. En tout cas, André Perrin, merci de votre livre.